gentlemen, are you ready for the FRMMKO show? Let's go, guys! Bonjour à tous, on se retrouve pour la 10e émission du FRMKO show remixé. Toujours en compagnie des trois mêmes chroniqueurs. David, salut à toi. Salut tout le monde. Salut également à Bastien. Salut. Et à Melvin, notre troisième chroniqueur. Salut. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, notre invité, on le remercie, c'est Christophe Agnolito. Salut à toi. Bonjour à tous. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je disais tout à l'heure que le FRMKO show a été remixé, oui, parce qu'on va désormais s'attarder uniquement sur la partie invité, c'est-à-dire qu'on va interviewer l'invité, qui est en l'occurrence Christophe Agnolito, sur sa carrière cycliste, sa carrière passée en l'occurrence, et sur ses futurs projets ou ce qu'il fait à l'heure actuelle. Donc ça, voilà, ce sera un peu le Who Are You qu'il y avait à la base. Mais on garde quand même le grand débat qui concernera le cyclisme, et donc comme on sort tout juste du Tour de France, on en parlera un petit peu dans ce grand débat. Donc voilà comment va se passer l'émission là. Donc là c'est simple, on va commencer tout de suite par le Who Are You, mais bon du coup ça va être plus comme ça. Donc voilà, je vais présenter Christophe Agnolito et on va tout de suite lui poser des questions, c'est parti. Donc alors Christophe Agnolito, t'as débuté ta carrière cycliste chez Casino, ta carrière cycliste professionnelle en tout cas, c'était en 96 chez Casino. Et donc t'as connu surtout trois grosses victoires, enfin surtout deux qu'on peut bien se rappeler. T'as gagné la 5e étape du Tour de Romandie et surtout le Tour de Suisse en 97 ainsi que la 7e étape du Tour de France 2000. Donc voilà, déjà de belles victoires, surtout battre Yann Ulrich sur le Tour de Suisse, même si c'était au profit d'une 3e étape. Il me semble que vous avez fait une longue échappée de ce que j'ai lu, parce que je m'en souviens pas comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai pris 11 minutes d'avance à la 3e étape. Ah d'accord. Et donc parmi le Tour de Suisse et le Tour de France, la 7e étape du Tour de France que tu avais gagné, c'est quoi ton plus beau souvenir? Le plus beau, c'est le Tour de France, parce que c'est le plus médiatique, le plus connu en France. Mais après, le Tour de Suisse, c'était beaucoup plus dur à gagner, c'était un classement général. Il restait 7 jours de course quand j'ai pris le maillot jaune. Donc j'avais 11 minutes d'avance, mais il restait 7 jours de montagne et de chrono. Donc c'était pas gagné d'avance. Mais après, j'avais une grosse équipe et puis j'étais en pleine forme aussi. Et je me suis battu jusqu'au bout pour garder 2,30 sur Kamenzin, le deuxième au général. Quoi. Ouais. Le Suisse, ouais. C'est deux très beaux souvenirs. Après, c'est dur de les partager parce que les deux courses sont très belles. Le Tour de France, c'est qu'une étape. Et, le Tour de Suisse, c'est une étape et le général, donc c'est plus. Il y a très peu de coureurs français. Le Tour de Suisse, ouais, voilà. C'est plus dur à gagner un Tour de Suisse qu'une étape au Tour. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez enchaîner, que ce soit David, Bastien ou Melvin, n'hésitez pas à aborder le sujet que vous souhaitez. Alors moi j'ai une question sur ton activité actuelle. Comme j'ai lu sur l'interview que tu avais faite avec le club il y a quelques temps que tu avais créé une organisation qui préparait des stages de vélo. Ouais. Ça a duré 3 ans. Ensuite tu as travaillé pour Honda, un équipementier cycliste. Et c'est pour savoir donc où est-ce que tu en es maintenant à l'heure actuelle. Je travaillais déjà pour Honda quand je faisais mes stages de vélo. Quoi. Je m'occupais du textile personnalisé pour les clubs, pour la marque Honda, qui est une marque portugaise. Et on est fabricant pour beaucoup de grandes marques dans le vélo, dans le sport. Et maintenant je travaille que pour Honda et je suis responsable commercial pour le secteur sud-ouest et pour le textile pour les clubs aussi. Donc c'est mon activité principale, et après à part le Tour de France que je fais en général comme relation publique, mais mon activité c'est de vendre du textile vélo. Et sinon j'ai vu que tu faisais partie de la LNC de UNCP. Tu es encore toujours vice-président de l'Union nationale des cyclistes professionnels. Oui, c'est le syndicat national français de vélo, et je suis toujours vice-président. Ça c'est du bénévolat, comme la Ligue, c'est du bénévolat aussi, mais je suis toujours à l'UNCP depuis 6 ans, depuis que j'ai arrêté ma carrière. J'ai intégré le bureau de l'UNCP avec Pascal Chanteur, Carlos de la Cruz, Xavier Jean et Jean-Claude Cucherat. D'accord. Et on est là pour défendre les coureurs dans les réunions avec la Ligue, la Fédé, l'UCI et autres. Et aussi pour la reconversion des coureurs, on est assez actifs.
Ouais, justement, c'est un petit peu, une question que je voulais poser, c'est par rapport à quelle occasion, voilà, là tu viens un peu de répondre, mais c'est plus précisément, tu auras un exemple, par exemple, mais nous dire c'est quoi ton rôle réellement en tant que syndicat, dans le syndicat des cyclistes, quelle est votre activité réelle, je veux dire, à quel moment vous intervenez, par exemple, est-ce quand il y a un litige entre un coureur et son équipe, Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un litige entre un coureur et son équipe, on a un avocat, on est bien structuré, on est là pour aider les coureurs. Et après, il y a souvent des réunions, les réunions de ligue. Nous, on représente les coureurs. On est quatre de l'UNCP à la ligue. Donc, il y a la famille des organisateurs, il y a les équipes, et puis il y a les coureurs. Donc, on représente les coureurs. Et donc, on est là en réunion de ligue, réunion fédérale, réunion UCI, avec le CPA aussi, le syndicat international. Mhm. Il y a pas mal d'activités, quoi. Ça dépend des moments, mais en général, on est assez occupé. Ouais. D'accord. Bon, sinon, moi, je sais pas si Axel, Melvin ou Bastien avaient une question. Oui, moi, je sais pas. Non, moi, j'aurais juste une question par rapport à ta carrière. Donc, à tes 11 années, je crois, passées dans le peloton professionnel, en fait. Et je voulais juste savoir une question comme ça. Si t'avais eu des regrets, ou voilà, pendant ces 11 années, ou des mauvais souvenirs. Non, j'ai commencé le vélo assez tard, quoi. J'ai commencé en cadet, mais après j'ai travaillé, quoi. J'ai pas fait du vélo de suite, que du vélo. Donc j'ai commencé à faire que du vélo à 20-21 ans. Donc je suis passé pro assez tard, à 26-25 ans, mais j'ai fini meilleur amateur français en 95, et après je suis passé pro en 96. Mais bon, j'ai fait d'autres choses avant de passer pro, quoi. Ça m'a bien servi après pour ma carrière. Ouais. J'ai vu ce qu'était que le monde du travail, et bon, après ça m'a motivé pour faire du vélo le plus longtemps possible, avant d'aller travailler. Et après, j'ai raté ma carrière à 37 ans, donc j'ai fait mon temps que je voulais faire 10 ans, j'en ai fait 11. J'aurais pu encore en faire 2 ou 3, mais bon, D'accord. j'ai raté à 37 ans. Oui. J'ai raté au championnat de France en 2006, là, où j'étais encore échappé en finale avec Vauclair et Moreau. J'ai fini en bonne condition, et après j'ai fait des formations pour la reconversion. Je suis parti presque un an à l'école, et ça m'a servi après pour monter ma boîte de stage de vélo. D'accord, très bien. Et sinon, au niveau des courses, il n'y a pas eu par exemple des objectifs que t'as pas réussi à remplir, ou que t'as eu des grosses frustrations de ce côté-là? Bref. Ouais, je rêvais, quoi. Les plus belles courses pour moi, c'était Paris-Roubaix et puis Tour de France. Ouais. C'est vrai que chaque fois que je voulais être en forme à partir de Roubaix et puis au Tour de France quand j'étais sélectionné, quoi. J'en ai fait 5, mais j'aurais voulu en faire plus. Après, c'est le patron qui décide, et bon, j'en ai déjà fait 5, c'est pas mal. Oui. Après, oui, j'aurais pu être champion de France en 97 après le Tour de Suisse, la semaine d'après, à Montlhéry. Je vais me faire prendre à 500 mètres de l'arrivée. J'ai été échappé avec Pascal Hervé, on peut reprendre tous les deux à 500 mètres de l'arrivée. Ça aurait été assez sur le gâteau, là, de faire le Tour de Suisse et champion de France. Mon premier tour en bleu, blanc, rouge. Ça aurait été beau, ouais, c'est vrai. Ça l'a pas fait, mais ça aurait été génial pour moi. Ça aurait été Et énorme. après, Roubaix, j'ai fait 21ème à meilleure place. J'ai fait 10 fois, j'ai fini 9 fois. J'aurais voulu faire un peu mieux, mais bon, j'étais un peu léger pour les pavés, quoi. J'adorais cette course. D'accord, c'est déjà immense de le finir 9 fois. C'est ça, de finir par Roubaix déjà, c'est déjà une petite victoire en soi, hein, franchement. C'est comme quand on finit le Tour de France, et le dernier, c'est une victoire, quoi. C'est une belle victoire. Tout à fait. Arriver sur les champs en vélo, c'est super sympa. Et après, il y a les champions, mais moi, j'étais pas un champion. Et déjà, le tour a pu me montrer un peu, gagner une étape, c'était bien aussi. Ah, sinon, moi j'ai une petite question, donc par rapport à ce que tu m'avais dit là, ce qui s'est passé hier, ta réunion, enfin ton rendez-vous. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé hier, et nous dire au final ce que ça donne au final, parce qu'on ne sait pas. Non, après, j'ai postulé pour être sélectionneur de l'équipe de France. Laurent Jalabert a démissionné il y a 3 ou 4 mois, et j'ai postulé. Donc, on est 6 prétendants, et puis après, donc on avait tous une réunion avec le comité de sélection hier à la fédération, et on aura la réponse le 31 juillet. Donc la semaine prochaine, on saura qui est le nouveau sélectionneur pour 4 ans. Tu pourrais nous dire les noms, ou ça reste privé ou secret? Il y a Jean-Cyril Robin, il y a Eric Boyer, Dominique Arnaud, Lionel Marie, Ouais. Cyril Guimard et moi. D'accord. Voilà, 6 personnes différentes, quoi. C'est vrai que après, c'est le TTN, le président de la fédération,
Laurence Le Boucher qui est à la fédération aussi et Marc Madio qui vont décider du nouveau sélectionneur. Et ça va pas faire un petit peu court au niveau enfin pour les coureurs parce que ça fait que même pas 3 mois. C'est 3 mois. Il reste 2 mois, c'est fin. 2 mois, c'est. 29 septembre. Après, ah, c'est le 29 septembre. Ah ouais. C'est un circuit qui est très dur là cette année à Florence, en Italie. Et Ah voilà. ouais. Bah, pour moi, ça me paraît pas trop court. Après, c'est sûr que c'est mieux de s'y prendre à l'avance. On a vu Ça va être plus. on a vu les coureurs en forme sur le Tour de France quand ça grimpait. Après, on verra d'ici 15 jours les coureurs qui ont pas fait le Tour de France qui sont en forme pour la fin de saison. Bon, moi, j'ai déjà fait mon équipe dans ma tête et après, ça va être moi. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci pour être opérationnel le jour où je suis. Et on peut savoir quelle équipe t'as faite dans ta tête? Ah non, je la garde peut-être. Ça se comprend. Non, mais c'est les coureurs qui marchaient fort au Tour de France. Quoi. C'est des Ouais, belles ouais. étapes en montagne. Et... Bon, il y aura Christophe Riblon là. Ouais, tout à fait, ouais, c'est sûr que Riblon a largement sa place. Ah oui, le Riblon, c'est sûr, parce qu'il a montré. Ouais. Même au-delà de son échappée. Hein. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. À l'offensive, 5 jours sur le Tour de France. C'est ça. Meilleur, plus combatif. Hein, donc, c'est vrai que c'est le meilleur français du Tour de France. Il y en a d'autres qui ont bien marché, mais comme Julien Simon par exemple, qui se fait prendre un kilomètre de l'arrivée. Bon, il méritait aussi la victoire au Tour de France. C'est sûr. C'est vrai. Ouais, on n'a pas eu trop de réussite, les Français n'ont pas eu trop de réussite, mais comme Perrault qui était bien placé, qui aurait pu faire entre 5 et 10 au général. On aurait un meilleur classement pour les Français au classement général, mais pas eu une grosse réussite au niveau du Tour de France cette année. Les Français étaient quand même bien présents. Ouais. Bah, ça, de toute façon, on en parlera Pierre Roland, il s'est bien battu souvent, mais ça a jamais payé. Bah, techniquement, tactiquement, c'était. Pas payé cette année pour lui, mais c'est vrai qu'il était quand même en forme et puis il a fait quand même des belles échappées en montagne. C'est un coureur qui a aussi sa place en équipe de France. C'est Ouais, sûr ça. ça, ouais. Alors, sinon, moi j'ai une question qui n'a, pour le coup, enfin, quasiment rien à voir. C'est, j'ai vu, en te suivant un peu sur Facebook, que tu participais au triathlon. Tu faisais du triathlon depuis quelques temps. Ouais. Je voulais savoir, donc plusieurs questions en une. Hein, c'est pourquoi, enfin, d'où est venue cette envie d'aller au triathlon? Comment ça s'est passé cette l'évolution entre le cyclisme, le monde professionnel et le triathlon? Et savoir après, enfin, par rapport aux sponsors, comment ça se passe, comment tu as réussi à te lancer là-dedans? En fait, j'ai un ami là, qui s'appelle Laurent Urban, qui est un ancien triathlète que j'ai connu sur un Tristar qui organisait il y a 2 ans, là, à Deauville. Et je devais le faire par équipe. Je faisais que le vélo, moi, et bon, après j'ai découvert l'ambiance du triathlon. Ça m'a donné envie de faire un triathlon, mais tout seul, quoi, pas faire par équipe. Et après, je me suis engagé un mois et demi après au Tristar de Monaco. Donc là, bon, Tristar, c'était assez. On était avantagés, nous les cyclistes, parce que c'est 1 kilomètre à nager, 100 en vélo et 10 à pied, quoi. Moi, je sais pas trop nager. Donc, Ouais. je perdais du temps en natation, mais je récupérais pas mal en vélo et en course à pied. Et puis, moi, j'ai fait 30e de mon meilleur classement, quoi. Meilleur classement, 30e sur 600 coureurs sur un Tristar. Sympa. Et après, j'ai toujours pas réussi à mieux nager, donc là, j'ai fait cette année le championnat de France à Calvi, où il y a 3 km à faire en natation, et là, c'était une grosse galère, quoi. Ouais. Là, j'ai pris beaucoup de retard, et bon, j'ai fini quand même, j'ai remonté 300 personnes en vélo à course à pied, mais je prends des cours de natation, je l'ai pas encore fait. Mais... Et après, je fais quoi? Je fais pas beaucoup, j'en fais 3-4 par an de triathlon, et j'ai fait aussi un marathon, le marathon de Paris aujourd'hui, au mois d'avril. D'accord. Mon premier triathlon, quoi. J'aime bien courir, maintenant je fais beaucoup moins de vélo, mais pas mal de course à pied. Et je suis presque meilleur en course à pied qu'en vélo. Et tu t'es fixé des objectifs par rapport au triathlon ou tu fais vraiment pour le pur plaisir Ouais, pour le plaisir, mais après, dès que je mets un dossard, je le fais à fond. Quoi, dès que je mets un dossard, je suis comme un gamin, comme au marathon, c'est pareil, je le fais à fond, même voire un peu trop vite pendant la moitié du parcours. Et je l'ai payé après, mais non, j'aime bien me faire mal. Et j'adore le sport et j'ai toujours besoin de 4-5 fois par an de mettre un dossard. Et, D'accord. Tu l'as fait en combien le marathon de Paris? J'ai fait 2,58. J'étais sur 2,45 pendant 22 km et après j'ai fait des crampes. Ah ouais, quand même. Je n'ai pas fait assez l'entraînement. Ouais, c'est quand même pas mal. Oui, sûr. Sur un semi, je fais 1h17 et là je suis beaucoup plus à l'aise.
Ah oui. C'est plus pour moi un suivi qu'un marathon, mais je vais faire le marathon de Paris la prochaine, je vais essayer de faire de 50. Quoi. Ouais. 50, c'est le temps que je dois faire si je m'entraîne bien. Quoi. On serait heureux de faire aussi bien. Bah, moi j'ai une autre petite question, sinon alors je retourne dans le cyclisme. Je sais que tu es très proche d'H2R encore. Oui, bah cette année j'ai travaillé pour eux là sur Et- relation. Et est-ce que dans un avenir proche, bon là bon tu postules pour être sélectionneur de l'équipe de France, mais est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain, diriger le directeur sportif d'H2R, ça serait un truc que tu pourrais envisager? Non, ça m'aurait plu à la limite quand j'ai arrêté ma carrière, mais après je me suis lancé dans le commerce quoi. Et, dans le travail que j'ai actuellement me plaît très bien, parce que ça me permet aussi de faire du sport, et puis ça me permet de m'occuper aussi du NCP et puis de la Ligue. Directeur sportif c'est un beau métier, mais bon, on est parti 200 jours par an, et c'est pas un métier qui me fait rêver pour l'instant. D'accord. Non, sélectionneur ça me conviendrait bien, mais après directeur sportif non, pour l'instant ça m'intéresse pas quoi. Après un jour pour monter une équipe ça me plairait aussi, mais bon, pas dans l'immédiat quoi. D'accord. Ouais, Si bah, vous avez. Non, mais si vous avez pas d'autres questions à ce sujet-là, je sais pas, on peut aborder. Moi j'ai la grosse question, comme je en avais parlé par rapport au dopage. C'est ce que j'allais venir, voilà. Donc vas-y. David. Bah vas-y. Non vas-y. Non, mais en gros, je voulais juste savoir. Bon, on va commencer comme ça. C'est qu'est-ce que tu penses en gros de l'affaire actuelle où tous les noms tombent, voilà. Enfin, ce qui est ressorti du Sénat en gros. Quel est ton point de vue là-dessus? Je trouve ça triste pour les sénateurs parce qu'ils ont que ça à faire. Quoi. Ils veulent parler du dopage dans tous les sports. Et puis, j'ai écouté leur conférence hier. Ils ont dit 50 fois le mot vélo au cyclisme. Oui, on a l'impression qu'ils parlaient que du cyclisme. J'ai pas entendu le mot foot. Une fois, ils ont parlé du foot, mais ils ont même pas dit le mot football. Ils ont même pas osé. Et puis, quand on a demandé à la fin de l'interview où sont passés l'échantillon des joueurs de l'équipe de France en 98, le sénateur a esquivé la question et puis, il est passé à autre chose et ça fait 2 ans. Ça me fait rire et je trouve ça triste parce qu'on tape encore sur le vélo, ça fait 15 ans qu'il y a eu des problèmes il y a 15 ans, on le sait tous, c'est pas un scoop. On a l'impression que le sénateur il découvre l'antidopage, on n'a pas attendu qu'ils arrivent pour mettre des règles en place. Quand on est en vélo, on lutte depuis 15 ans, aucun sport ne fait ce qu'on fait. Et là on a l'impression qu'on revient 15 ans en arrière comme si on n'avait rien fait, on est un peu dégoûté et puis pour faire parler d'eux, ils n'ont rien trouvé d'autre que de sortir une liste il y a 15 ans de coureurs qui auraient pris de l'OPO mais qui ne peuvent même pas se défendre. On tire sur Jalabert mais qui ne peut même pas se défendre. Un assassin il tue, il peut se défendre, mais Jalabert ne peut pas se défendre. On lui dit t'as pris de l'OPO mais c'est pas un contre l'antidopage, mais on tue ta carrière mais après on n'est pas méchant. Je trouve ça injuste, aberrant et les sénateurs pour moi ils sont ridicules quoi. Ouais, mais surtout que dans l'athlétisme, on le voit encore là avec les Jamaïcains, dans le foot, le tennis, le rugby qui est quand même connu pour être un des sports les plus où il y a le plus de dopage aussi. Et c'est vrai qu'on en parle quasiment jamais, alors que le cyclisme, dès qu'il y a un petit truc, ça fait les titres de tous les journaux. Et ça fait. Ils sont bien contrôlés, l'athlétisme. C'est les seuls qui sont proches du vélo quoi. Au niveau des contrôles, ils ont. Voilà. C'est des sports qui se rapprochent en fait. Des sports très difficiles. L'athlétisme aussi. On va pas aller toucher au tennis, au football. Ouais, j'étais à la réunion avec la ministre des Sports à Porto Vecchio, c'est moi qui l'ai un peu organisé avec les coureurs, avec le NCP, là, quand on a vu qu'on parlait beaucoup de dopage avant le Tour de France, qu'on parlait d'histoire Jalabert, et que on a trouvé que le Tour de France commençait mal, donc on a fait une réunion avec la ministre pour lui parler, voir son avis, et puis lui parler de la liste qu'ils allaient sortir pendant le Tour de France, l'étape de l'Alpe d'Huez. On trouvait ça aberrant de sortir en plein Tour de France une liste des sénateurs il y a 15 ans. Et on lui a demandé de repousser la date parce que les jeunes qui avaient 5 ou 10 ans en 98, c'est pas la peine de leur mettre ça en pleine fin de Tour de France pour casser l'ambiance et casser le Tour de France. Bien sûr. Il a quand même sorti que c'est sûrement le hasard que les sénateurs ne pensaient pas qu'il y avait le Tour de France à cette époque-là. Ah ouais. Elle a quand même dit. Ouais, faut avoir de la volonté pour dire ça. Après, moi, je vais demander, Madame la ministre, ça vous dérange pas quand Nadal dit il y a Stade 2 il y a une semaine qu'il prend de la cortisone pour soigner un genou pour passer à la demi-finale de Roland Garros. Nous, ça nous dérange qu'en vélo, c'est interdit, la cortisone. Ah oui, après. Nadal, il s'en vante à la télé qu'il gagne des matchs avec la cortisone. Quoi. C'est vrai que le cyclisme abonde. Elle m'a répondu, oui, je sais, il y a des différences entre chaque fédération, et c'est le gros problème. Quoi. Le cycliste, ce qu'il veut, c'est que tous les sports soient contrôlés pareil, comme eux ils font, mais
contre la dame, ces footballeurs, ils veulent pas, ils disent que c'est contraignant pour eux, alors qu'ils habitent tous à la même ville. Hein. C'est beaucoup moins contraignant qu'un cycliste qui, lui, part 200 jours par an et aux 4 coins du monde. Mais en football, on veut pas le faire parce que c'est contraignant et surtout parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Quoi. Ah bah c'est surtout ça, de toute façon, le gros point noir, c'est l'argent, la médiatisation, tout ça, c'est évident, de toute façon. Et moi, je rebondis un peu là-dessus, c'est que quand j'y repense comme ça, au final, ce qui s'est passé avec l'affaire Festina 98 et tout, ça a bien masqué ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, avec leur victoire, quoi. Moi, j'étais au Tour de France 98 et c'est vrai que on peut le voir encore dans l'équipe aujourd'hui, il parle de la liste là, mais il parle aussi en fin d'article que la FIFA a tenu à détruire les échantillons de l'équipe de France en 98, mais juste après le match, quoi, juste après, quelques jours après le match, et qu'une personne était venue de la FIFA pour bien surveiller que c'était bien détruit. Quoi. On n'a rien à se reprocher, on fait pas ça. Quoi. Et on sait très bien que 2 jours après, il y avait l'histoire Festina, comme par hasard. Ouais. Bon, en fait, c'est que la mise Buffet a eu des pressions du président de la République et d'autres personnes, donc on sait très bien que les footballeurs, on peut même imaginer qu'il y a un peu de dopage en foot quand même si on entend des fois que c'est un jeu technique, donc le dopage n'apporte rien. Je pense que les footballeurs ils courent vite, ils courent longtemps, et je pense que le dopage ça peut leur servir aussi. Quoi. Surtout au rugby, qui est beaucoup plus physique. Et au rugby pareil. Ouais. Mais en rugby, il y a Laurent Benezek que je connais bien qui a parlé dernièrement et qui a dit qu'en rugby c'était pas comme avant et que ça lui rappelait le vélo d'il y a 15 ans et il s'est fait, il est en procès avec le syndicat des joueurs de rugby qui carrément. a une grosse somme d'argent parce qu'il a parlé du rugby comme quoi il y aura peut-être un peu de dopage. Il y a des sports où vraiment faut pas en parler. C'est ça qui est triste et j'espère que les sénateurs ils ont fait leur commission qui a du coup coûté un peu d'argent à l'État et j'espère qu'au final ce sera pour que tous les sports soient contrôlés pareil. Sinon ils ont fait ça pour rien et puis ils ont juste sali encore un peu le vélo, mais c'est fait par les deux. Honnêtement, moi je crois plus que ça va être ça au final, hein, parce que il y a tellement d'enjeux ailleurs que à mon avis ils feront rien. Enfin ils font peut-être un petit geste pour histoire de dire, mais à mon avis il y aura jamais les contrôles qu'il y a dans le cyclisme, hein, de toute façon. On voit en tennis c'est 25 contrôles par an. Quand la commission, le président du tennis international dit que ça coûte trop cher les contrôles et qu'eux ils font la qualité pas la quantité, mais c'est aberrant. C'est n'importe quoi. Les sénateurs ne disent rien à ça, quoi. Ils écoutaient, j'étais devant la télé, ils écoutaient et ils ont à peine repris en disant vous avez un peu d'argent au tennis quand même. Un peu, ouais. C'est ça. On peut répondre à ça, quoi. Clairement. Depuis 15 ans, on parle du vélo pour pas parler du reste. Mais ils ont trouvé beau émissaire, comme on dit, hein, ça, ils ont... En fait, ce qui est assez aberrant. Je pense. Un jour, ça va parler, quoi. À la Juve, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont été très malades avec qu'on joue à la Juve. On en parle pas longtemps, mais on sait qu'il y a des histoires un peu partout. Et je pense qu'un jour, les médias parleront de ce qu'ils savent. C'est ça. Nous, ils nous disent des choses, ils savent des choses, ils nous les disent. Et nous, on sait aussi des choses sur plein de sports, mais on n'en parle pas parce que on n'est pas là pour casser les autres. Par contre, nous, des fois, on entend à la radio ou à la télé des joueurs de ballon, je dirais pas lesquels, mais qui disent nous, on n'a pas besoin de contrôle, on n'est pas comme les cyclistes, les dopés. Ça, je trouve ça triste. On se fait casser et on casse pas les autres. Le plus triste, c'est surtout que le cyclisme est mis en défaut par sa propre lutte antidopage, parce que là où dans des sports comme le rugby ou le foot, il n'y a rien qui tombe comme affaire parce qu'il n'y a aucune lutte, dans le cyclisme, il y a plein de cas qui tombent, plein d'affaires, et du coup, ça ressort beaucoup plus dans les médias. Parce que nous on cherche. On cherche plus en trop, on est quand même. Il y a eu des études de fait, on est le 6e sport au niveau du dopage. Devant, il y a le foot, il y a le rugby, il y en a d'autres. Au niveau des contrôles positifs par rapport au nombre de contrôles. Effectués. Après, pour l'image du grand public, le cyclisme, ce qu'il y a, c'est que le cyclisme, c'est le sport le plus significatif à ce niveau-là, parce que ça repose beaucoup sur la performance personnelle. Et plus que dans le football ou dans le rugby, parce que ça repose sur un collectif. Alors c'est pour ça que c'est si significatif et c'est malheureux, mais bon. C'est un sport très dur, hein, mais on peut faire un tour de France sans rien prendre, c'est sûr. Après, il y a des gens qui croient que tout le monde est égal sur un vélo, quoi. Tout le monde est au même niveau sur un vélo qu'avec une raquette de tennis, mais non, ceux qui font le Tour de France, c'est des champions, quoi. C'est des bons coureurs. Il faut pas se comparer
un coureur du Tour de France si on n'a jamais fait de vélo pendant 10 ou 15 ans. Mm. Régulièrement. Ça c'est sûr. Moi, j'avais une petite, J'en ai une aussi. petite question. Ouais, vas-y, Axel, t'en as une. Non, mais ça concerne toujours le dopage parce que bon, voilà, on parle moi des aussi, anciennes affaires et en gros, j'aurais cette question. Qu'est-ce que tu parles on va pas dire du dopage moderne, mais enfin, c'est plus ou moins des affaires qui tombent ou qui ne tombent pas à l'heure actuelle. Ou est-ce que tu penses en gros qu'il y a toujours autant de dopage, que ça s'est calmé Ah non, dans le vélo, il y a plus le sport où il y a moins de dopage, je pense. Pas surtout en France. En France, ils sont contrôlés, je crois, à 40-50 fois par an, entre 6h du matin et 21h tous les jours. Ils doivent dire où ils sont tous les jours pendant 3 mois. Sinon, ils ont un no-show. Au bout de 3 no-shows, ils prennent 2 ans. Ouais. C'est pour ça que personne ne peut le faire dans d'autres sports. C'est contraignant, mais on voit le cas d'Ofcado qui n'a pas eu de contrôle positif, mais qui a fait 3 no-shows parce qu'il n'a pas envoyé son programme sur 3 mois dans les temps, avec un jour de retard. Il a pris 1 an de suspension. Ouais. On commence à contrôler les poids, maintenant on trouve tout. Quoi. On a vu ceux qui prennent encore de l'EPO, ben, ils se sont fait choper. Quoi. Tous les grands leaders depuis 10 ans, ils sont tombés. Quoi. Donc, s'il y avait du dopage, s'il y en a qui trichent, ben, ils se font attraper. Et c'est vrai que ça fait trop mal au vélo quand il y en a qui se font attraper, mais bon, c'est mieux comme ça, c'est mieux de chercher et de trouver que peut-être pas chercher. Quoi. Mais non, il y a beaucoup moins de dopage dans le vélo maintenant qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça me semble Avoir. évident aussi. Ouais, j'ai une petite réaction, ce que j'ai lu. Alors c'est un petit peu polémique ce que je vais dire, mais bon, c'est à propos du pot belge. J'ai lu que t'avais dit d'une phrase en 2000. Comme t'avais dit, j'ai lu dans la presse qu'il s'agissait d'une expression signifiant amphétamine. Je n'ai jamais entendu cette expression dans le peloton des coureurs cyclistes. Et c'est pour savoir, est-ce que maintenant, je sais pas, 15 ans après, est-ce que réellement t'as jamais entendu d'histoire dans le peloton? Est-ce que t'as jamais eu... Non, c'était un peu de l'humour et bon, ça s'est pris au premier degré, donc moi ça me dérange pas. À une époque, il y avait les médias qui parlaient que de ça, et donc j'avais vu ça un peu avec humour, et puis ça s'est repris comme ça. Mais, D'accord. Ah oui, d'accord. oui, j'avais entendu parler des amphétamines ou du problème. Mais après, c'est pas le dopage du cycliste. Un cycliste, il prend du belge ou des amphétamines, il est positif tout de suite et il prend 2 ans. Quoi. Ok, non mais ça, c'est vrai que c'était sorti du contexte, quoi. C'était... C'est de l'humour, mais Ouais. après, c'est au premier degré, mais c'est pas grave. Ouais, ça arrive souvent, ça. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, Dans les... Ouais, c'est... le dans les journalisme. médias. Ouais. Ok, Après, bah, à une époque, les médias parlaient que de ça, c'est vrai que on parlait même plus trop aux médias parce que c'était plus du sport, et puis, ça faisait vendre du papier, mais bon, on a plus envie de parler avec eux. Donc, Et- ça s'est arrangé, mais bon, à part quelques journaux qui font toujours du sensationnel, quoi, mais c'est toujours les mêmes, quoi. j'avais une dernière question, parce qu'après je crois qu'on va sûrement passer à autre chose. C'est par rapport à Richard Virenque, qui a tout pris, on peut dire vulgairement, mais sur la gueule, pendant l'affaire Festina et tout ça. Comment tu vis, entre guillemets, les aveux d'Ulrich, d'Armstrong, tout ce qui se passe maintenant, alors que bien sûr en 98, c'était en plein dedans. Comment est-ce que toi tu peux vivre, enfin, comment tu le vis tout ça? Le fait qu'ils avouent que maintenant, 10-15 ans après, les cyclistes, alors qu'il y en a un qui a pendant des mois et des mois, on a pris plein la tronche tous les jours. Quel ressenti tu as sur ça, toi? Non, mais il était courageux, Virenque, c'est vrai. Quand on le voyait au Guignol ou ailleurs, c'est vrai que, Ah oui, c'était... ça, je me disais, non, il a des couilles quand même. Il a des couilles, c'est vrai qu'il a été courageux, mais après, bon, il a avoué au bout d'un moment parce qu'il n'avait plus le choix, mais il s'est battu. Après, il voulait pas recevoir pour tout le monde, je pense, pas pour tout le monde, mais pour une grande partie des gens. Et il s'est battu avec une défense, c'est la sienne. Mais bon, je lui ai déjà dit, quand j'ai croisé, je lui ai dit que bon, en fait, il m'avait impressionné parce que je crois qu'il continue à faire du vélo à ce moment-là, non, ou, non, je sais plus. Et c'est oui, t'as chez Polti après tout ça, ouais. Bon, il prend encore, alors que bon, il en prenait tous les jours dans la tête par les médias et d'autres personnes. Et après, bon, c'est vrai qu'il. Après, c'est l'histoire Festina, quoi. Ça a fait du bien au cyclisme, mais c'est vrai que ça s'est vachement enseigné depuis qu'il y a eu l'histoire. C'est vrai. Bah, on l'espère en tout cas. C'est vrai que bon, nous on n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe, mais bon, des fois quand on voit certaines performances de certains coureurs, on peut encore douter. C'est toujours pareil, hein. Maintenant, on doute dès qu'il y a une performance, quoi. Dès qu'il y a un coureur qui Oui. est bon, on va le doper, et dès qu'il est pas bon, on va dire que c'est mauvais. Alors,
Oui, c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on le fait que dans le vélo, ça. On fait pas un tennisman comme un Nadal qui va gagner tous les tournois, qui va faire 6 mois de vacances, il revient, il gagne Roland Garros, on va trouver ça normal, mais un cycliste qui fait ça, c'est pas normal. Alors, pourquoi un tennisman c'est normal et pas un cycliste? Ah, mais je suis totalement d'accord, hein, à ce niveau-là, moi. C'est qu'on a du mal à comprendre, parce que ouais, maintenant la suspicion elle est que sur le vélo, notre sport, il n'y a pas de suspicion. Mais non, mais en vélo, moi je suis à l'UNCP, à la Ligue, en fait, ils ont comme contrôle, les contraintes qu'ils ont, et franchement, le gars qui veut tricher, bon, il a rien compris, bon, il va perdre son boulot, c'est sûr, mais après, en plus, il va passer pour un con par rapport aux autres coureurs, et non, non, les coureurs sont très sains maintenant. C'est dommage que ça tombe sur eux, l'histoire d'il y a 15 ans, parce que les jeunes qui sont là maintenant, qui ont 20, 25 ans ou 30 ans, ils n'ont pas couru à l'époque à 98, et c'est leur image qui est terminée aussi. Quand C'est sûr. du vélo, ils s'entraînent sur le bord de la route, on les insulte, on les traite de drogués ou de dopés, alors qu'ils sont pour rien. Pour un métier difficile. C'est sûr. Voilà, bon. On va peut-être passer à un autre sujet qui ne concerne Ouais. plus le dopage. Je sais pas si David t'avais un autre sujet à aborder. Non, non, c'est bon, moi j'ai fait le tour. Non, j'ai fait le tour. Ouais, bah moi également. De toute façon, on va peut-être passer au débat parce que ouais, déjà une bonne demi-heure, je crois qu'on est en tournage. Donc bah ouais, on va passer au grand débat qui concerne le Tour de France. Donc voilà, on va le faire. Maintenant, c'est parti. Donc voilà, donc là le grand débat, on va parler donc du Tour de France qui vient de se terminer il y a quelques jours. Donc voilà, donc Christophe, quel est ton premier ressenti à propos de ce tour? Enfin, ouais, oui, vas-y, donne ton avis en général. Si t'en as. Ouais, du début à la fin, et c'est vrai que pour moi c'était un bon. Je voulais pas louper le 100e Tour de France, et c'est vrai que pour moi c'était le plus beau, quoi. Le circuit était magnifique, bon, il a fait super beau tout le temps, le public, ouais, 1 million de personnes dans la Feu de l'Ouest, c'est impressionnant, et c'était un super Tour de France, même sur les champs, c'est beau ce qu'ils ont fait, quoi, c'était original, de faire le circuit la nuit, avec la patrouille de France qui passe au premier tour les coureurs. Plein de belles choses, même le départ à Porto Vecchio était magnifique. Non, c'est vrai que c'est un beau tour. Puis l'Alpe d'Huez à faire 2 fois avec un bon vainqueur français, c'était génial aussi, quoi. Moi, j'ai que des bons souvenirs, et pour moi c'est un des plus beaux tours, que j'ai vu, quoi. Au niveau du tracé, ouais, moi j'ai toujours, ouais. Il était vraiment bien au niveau du tracé. Et après au niveau de la course aussi, quoi. Après mon Froome a dominé, mais bon, on savait dès le départ que c'était le favori. Il a dominé comme prévu, mais après il y a eu une bagarre derrière pour le podium, pour le maillot à poids, quoi. Il n'y avait pas eu une belle course pour la première place, mais après pour les autres classements, il y a eu une belle course tous les jours. C'est vrai. Ouais, clairement. Bah sinon il y avait, j'ai vu aussi dans un article, tu disais, bah, un peu comme tout le monde, hein, que tu croyais aux chances de Pierre Rolland et de Thibaut Pinot pour un top 10 quand même, enfin surtout de Pierre Rolland. Ouais. Et t'as pensé quoi de son tour à Pierre Rolland du coup? Il a tenté. Il est en forme, c'est un peu moins que l'an dernier, mais pas plus que moi, je pense. Après, il a pas eu de réussite, et puis il a couru un peu pour le maillot à poids, et ça lui a fait perdre, je pense, une étape qu'il aurait pu gagner, quoi. Il aurait couru pour la victoire, je pense qu'il aurait eu son étape, et peut-être le maillot au bout, mais bon, avec Froome et Quintana, puis avec les arrivées au sommet où les points étaient doublés, c'était dur de gagner le maillot à poids sans gagner une étape au sommet, quoi. Le problème, c'est ça. Il pouvait prendre des points en s'échappant, mais avec l'arrivée au sommet, il y avait beaucoup de points à prendre. Et ceux qui faisaient dans les 3 premiers de l'étape avaient beaucoup de points en une seule montée. Mais après, il a couru. C'était un peu trop pour le maillot à poids, quoi. Je trouve pas, moi, c'est mon avis personnel, après, c'est qu'il a un peu couru à contre-courant dans le sens qu'il a, les attaques, pour moi, il attaquait des endroits ou des moments, des fois, où on se demandait pourquoi il attaquait, pourquoi il se relevait pas. Je me rappelle d'une échappée où il a roulé, il y avait Chavanel devant aussi avec, il a roulé avec et tout. Et on se demandait à quoi ça va servir de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de stratégie, entre guillemets? Bon, après, une erreur, moi je suis dans mon fauteuil, je dis ça, c'est facile, mais tu trouves pas qu'il y a peut-être une erreur de stratégie quand même? Non, c'est vrai que Europcar en général, ils n'ont pas super bien couru cette année, ils ont mieux couru les années précédentes. Donc peut-être fait des petites erreurs, mais après c'est la course, des fois on prend des décisions, ça marche, puis des fois ça marche pas. Mais oui, ça aurait fonctionné, on aurait dit chapeau au Pierre Rolland, de toute façon, voilà. voilà. Ah, c'est sûr. Pas de réussite, et ouais, bon,
roule des fois à contre-temps et comme la fois il loupe l'échappée de 15-20 coureurs et qu'il revient à 100 mètres et qu'il rentre pas, et après l'équipe repère qui roule derrière pour donner l'échappée, bon c'est pas une stratégie pour punir l'échappée qui était devant parce qu'ils n'ont pas attendu, mais s'ils l'attendaient devant, c'est lui qui gagne l'étape. Donc, devant, il était là aussi pour gagner, pas pour faire deuxième. C'est ça, c'était à lui de partir au bon moment, quoi. C'était à lui de partir. Il faut partir à l'échappée à part, quand il y a 1-2 minutes pour y aller, il faut pas attendre qu'il y ait 5 minutes pour y aller. Quoi. On peut pas attendre le coureur qui va gagner en haut du Ventoux, l'attendre et puis l'équipe est là pour gagner une étape et chacun fait sa course. Mais après il y a Romain Bardet qui pour moi est un futur grand. Il y avait Pinot il y a un an, moi Pinot il a des problèmes en descente, il va falloir qu'il corrige ça rapidement, mais bon, ça peut être assez long, là c'est un peu dans la tête quoi, donc tout à fait. des fois ça se corrige jamais ou ça va être long, mais après un jeune comme Romain Bardet qui moi j'étais avec eux pendant 3 semaines donc j'ai vu un peu ce qui se passait dans l'équipe et c'est vrai que l'étape où il y a eu des bordures là où Quickstep a fait un super numéro, c'est pareil, c'est une étape qui m'a vachement plu, ça, l'étape des bordures là. C'était une des plus belles. Ah oui. Des plus belles, il y a eu j'étais à l'hôtel avec Quickstep le soir et j'étais voir les coureurs et le staff et je leur dis bravo, c'est du grand vélo quoi. C'est du grand vélo et cette étape-là, Romain Bardet il s'arrête uriner juste au moment où ils font le coup de bordure, donc il perd 10 minutes et sans les 10 minutes qu'il perd là, une erreur de jeunesse, il aurait fait dans les 10 premiers du général déjà quoi. Sa première année, premier tour. Ça, c'est Non, c'est ça qui est assez impressionnant. un jeune qui est complet, qui a la tête sur l'épaule. Ouais. Je pense que lui, il peut faire de très belles choses au classement général dans les années qui viennent. C'est sûr. Et sinon, juste un petit truc comme ça, est-ce que t'es pas pessimiste par rapport au Tour des Français globalement, parce qu'on sait qu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure où on disait que Jean-Christophe Perrault avait été, et c'est légitime de le dire, il a été très malchanceux. Mais sinon, est-ce que le résultat, tu trouves, à part la victoire bien sûr et la performance de Christophe Riblon, est-ce que t'es pas déçu globalement du Tour des Français? Ça aurait pu faire. Riblon, il a fait deuxième aussi quelques jours avant sa victoire. Il y a Julien Simon qui se fait reprendre à 1 km de l'arrivée. Bon, franchement, il méritait sa victoire. C'est vrai. Ça se trouve, il aurait pas attaqué, il aurait attendu le sprint, il aurait gagné l'étape facilement. Après, ça c'est avec des si, on peut tout refaire. Ouais, mais bon, on n'a pas eu trop de réussite, mais on aurait pu gagner 3-4 étapes, moins 3 si on avait un peu de réussite. Quoi. Oui, plus un bon classement général avec Perrault. Il n'y en a qu'une, mais c'est la plus belle, la Pelouse de Sonnet, je pense que c'est la plus belle, avec 2 fois la montée, et il n'y a qu'une victoire, après il y a quand même des belles choses qui ont été... Et puis H2R fait deuxième par équipe, au classement par équipe. Bon, si Perrault ne tombe pas, je pense qu'ils sont premiers par équipe. Ça, j'ai jamais fait première par équipe pour de France depuis pas longtemps. Donc on a manqué un peu de réussite, mais je pense que ça sont quand même très compétitifs. Avant le Tour de la Victoire, comme les Français ont beaucoup de victoires, ils ont plus de victoires au monde. Donc, le cyclisme français va bien. Quoi. Après, ce Tour de France là, on n'a pas eu de réussite, on aurait pu avoir Perrault et Bardet dans les premiers tous les deux au général. Il y en a quand même un qui fait 15e parce que l'autre a trouvé, mais avoir deux Français dans le top 10, on avait un peu plus de chance. Non, c'est vrai que c'est quand même dommage. Perrault, là, en plus, il était quand même courageux, quoi. Voilà, il chute le matin à la reconnaissance, il remonte sur le vélo, il fait le contre-la-montre, et au dernier virage, je crois, ou l'avant-dernier, il chute. Il a pris un peu de risque aussi, quoi. Ouais. Il aurait dû rester prudent, parce qu'il faisait un bon chrono, en plus, il était dans les 20 premiers, donc il gardait sa place au général, et puis apparemment, il avait pas trop mal après la première chute, mais après la deuxième. Voilà. C'est le vélo. C'est ça. Ouais, sinon, j'ai une petite question. Bon, Tour de France, en général, pas forcément celui-ci. Enfin, ça englobe les deux. C'est que penses-tu des... Bon, toi, t'as connu quand même l'ère Armstrong, donc l'US Postal. Oui. Et là, ça te dérange pas, enfin, c'est pas que ça te dérange pas. Comment tu analyses, toi, voilà, la Sky, là, qui était quand même archi favorite, même par équipe, et qui vraiment roulait à fond. Est-ce qu'on peut comparer avec l'US Postal? Je sais pas, toi qui as connu cette époque-là. l'US Postal, non. Quand il roulait, il sautait pas après, les mecs. La Sky, dès qu'il roulait, l'équipe de Froome, on a vu qu'elle était pas très forte, parce que 3 fois, il s'est retrouvé isolé dans le peloton. À l'étape des bordures, il était tout seul. C'est même lui qui fait la cassure quand les 15 coureurs partent avec Contador. Là, c'est lui qui fait la cassure. Tellement il était à fond sur le plat et puis ses équipiers étaient tous largués. Donc,
il avait pas une équipe comme l'Escosta. L'Escosta, à l'époque, il roulait et il sautait jamais, quoi. Ou il restait sur 2-3 sur la fin avec Armstrong. Donc il y a que Porte qui était souvent avec son leader, qui l'a vachement aidé, quoi. Heureusement qu'il avait Porte, sinon s'il n'avait pas été là, je pense que le tour il l'aurait pas gagné, quoi. Il avait un coureur qui était un très bon élément, les autres ils étaient un peu limités, quand même. Ah, disons que ouais, mais cette année, ok, c'est vrai que cette année, j'avoue que, à part Peter Kennog, qui a surpris un peu tout le monde avec sa forme et tout, mais bon, l'année dernière, par exemple, la Sky, quand ça roulait, personne ne pouvait sortir, quoi. Personne ne pouvait attaquer, personne ne pouvait bouger. Et c'est là où je me dis qu'on retrouve un peu un peu comme la Banesto aussi. Je veux dire, je parle du US Postal, mais on peut aussi parler de la Banesto. Quand ça roulait, quoi. C'était... Ouais, mais après, c'est une équipe, je sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais quand on a un leader comme Froome ou Bradley Wiggins, je pense que là, on prépare une équipe dès le début de saison pour qu'elle soit là pour rouler tous les jours et on prend les meilleurs rouleurs, on fait vraiment une équipe autour du leader et en France on n'a pas trop ça, on n'a pas trop de gros leaders qui peuvent gagner le Tour de France, donc on prépare pas une équipe dès le début de saison pour un leader, donc là c'est la façon de courir est différente et ça peut être impressionnant de voir une équipe qui roule comme ça, mais c'est des coureurs qui sont payés pour ça et qui sont préparés, et qui savent depuis le mois de janvier qu'ils font Tour de France et qui se préparent à ça. Mais toi, ça te dérange pas trop? Enfin, toi, t'as connu l'époque où, bah, c'est un peu ce que je parlais avec Pascal Hervé, parce que bon, voilà, c'est un peu l'époque où tout le monde pouvait attaquer. Et toi, ça te manque pas cette comment ça s'appelle, cette dynamique de course où t'as les Bugno, t'as les Capucci qui attaquent, des gros leaders. Et maintenant, t'as plus aucun leader à part dans les derniers cols où ils attaquent vite fait, comme là Rodriguez. Froome il mettait au-dessus du lot, donc Froome l'attaquer en montagne, c'est compliqué parce qu'on peut se faire contrer et puis il va aller gagner l'étape en plus. Il va prendre du temps, mais là, ça, quand on a un coureur qui est au-dessus du lot en montagne comme Froome, c'est dur de l'attaquer, il faut l'isoler, de l'attaquer de loin, mais c'est vrai que sur le de France, trois fois il était isolé, 3 fois il aurait pu se faire attaquer de loin à 30 km de l'arrivée et à chaque fois les équipes ne l'ont pas fait, ils ont plutôt roulé pour lui, quoi. Il y a Movistar qui a roulé pour lui, j'ai vu d'autres équipes rouler pour lui. Saxo Bank aussi roule pour lui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça c'est dommage que là il y a trop d'occasions de le faire perdre, mais il aurait pu perdre 10 minutes en 40 km parce qu'on aurait pu l'enterrer, quoi, mais les équipes ont roulé pour lui pour sauver une place de 2, de 3 ou voilà. Donc là j'ai pas tout compris, des fois il y en a qui courent juste pour le podium et pas pour la victoire, mais sur le tour il y avait moyen de le faire perdre 3 fois, quoi. C'est clair. Mais ça L'étape du plat, là, si on laisse devant, il est tout seul avec 30 coureurs, si on lui dit, on laisse rouler, on dit, bah c'est pas le leader, c'est le mec qui roule, il roulait 20 km, après il s'écrasait, il se faisait contrer et il perdait 5 ou 10 minutes. Mais là on l'a pas fait, on a plutôt roulé pour lui. C'est dommage. Mais il y avait moyen de le faire perdre cette année parce qu'il était vraiment très fort, mais les autres de son équipe n'étaient pas à son niveau, quoi. C'est vrai, c'est un peu la professionnalisation du cyclisme, hein, c'est ce qu'on disait, comme disait David avec Pascal Hervé, c'est qu'il n'y a pas forcément moins d'erreurs, mais on prend beaucoup moins de risques qu'avant, et du coup, bah voilà. Non, on prend moins de risques, on prend moins de risques parce que on a peur de se faire contrer, ça court différemment, quoi. Il y a l'oreillette, donc ça... Oui, ça aussi. Ça cache aussi un peu le suspense. Moi, à mon époque, il n'y a pas d'oreillette, où ça commençait à arriver, mais bon, moi j'ai toujours gagné des courses sans oreillette, et maintenant ça court beaucoup avec l'oreillette, et ça court différemment, quoi. Mais on a vu le championnat de France, il n'y a pas d'oreillette, et pour moi la course est beaucoup plus ouverte, et c'est une plus belle course quand il y a l'oreillette. Ouais. Ça est toujours le même, enfin, un débat qui restera encore longtemps, et les oreillettes, pour ou contre, enfin, il y a du pour au niveau, sécurité, merci. Niveau sécurité, mais c'est vrai que pour la dynamique de course, non, là, ça tue un peu tout, ça tue tout, Les échappés qui partent de loin maintenant, au bout de 30 secondes, on sait qui est devant, et on peut reprendre le cours de suite. Donc, avant, il fallait quand même quelques kilomètres, quelques minutes pour savoir qui était devant, mettre une équipe à rouler, quoi. C'était plus ouvert avant, quoi. C'était mieux pour les baroudeurs avant. Ah bon, il y a quand même des étapes qui sont arrivées avec une échappée qui allait au bout sur le Tour de France, quoi, comme d'habitude. Bah donc maintenant c'est plus quand le peloton laisse partir, quoi. Maintenant c'est une stratégie, encore une fois, c'est décidé à l'avance, on va laisser partir en échappée. C'est plus comme avant où ça attaquait, il fallait réagir ou pas, et voilà. Il y a plus d'instinct, enfin c'est moins instinctif, voilà, en fait, le Tour de France maintenant, quoi. Les coureurs sont habitués avec l'oreillette et ouais, bon, après c'est une autre époque, hein, faut vivre avec son temps, comme on dit, hein, mais... c'est évolué, quoi. Mais après, nous on a l'oreillette,
C'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Non, je suis pas pour, mais après, ça tue pas non plus le vélo. Mais après, il y a des sports comme le foot qui n'ont toujours pas la vidéo. Là, je trouve ça, j'ai du mal à comprendre, quoi. Oui, C'est non, ça, c'est- éternel Pour le débat. foot, c'est pas la vidéo, faut m'expliquer, quoi. Il y a sûrement une raison qui est valable pour leur intérêt, mais après, pour le jeu et puis pour, je sais pas, pour éviter la triche et qu'on voit le cinéma de certains joueurs, moi, je mettrais la vidéo, de mon temps. Mm. Il y a des sports qui évoluent et puis d'autres qui évoluent pas, quoi. C'est ça. C'est vrai pour le dopage aussi, pour la lutte. Ouais, ça revient à ça, ce que je veux dire. Ouais, Pareil, c'est ça. Moi, je vais revenir un peu sur le Tour de France là, parce que alors ce Tour de France, il a notamment permis de découvrir, pour le grand public, Quintana. Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé, puis de lui et notamment de la formation Movistar qui a pas mal cartonné. C'est vrai qu'il y a les Colombiens qui arrivent là en force. Il y a aussi Betancourt là qui est G2R qui Ouais, Betancourt. a une grosse saison qui était pour le Tour de France mais qui sera à la Volta, je pense qu'il faut aussi longtemps. Mais c'est vrai que après les Colombiens ont toujours été des bons coureurs. Il y a eu un vide quand même pendant 10 ans là où on n'en voyait pas trop là. Mais c'est vrai que bon, ils ont un super rapport poids-puissance. Après ils habitent en altitude souvent. Chez eux ils sont à 2-3 mètres. Les cols là-bas font 40 km donc ils sont d'être grimpeurs. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui font qu'il y a des super grimpeurs en Colombie, et puis là il y a une génération qui arrive où des très bons jeunes. Après je pense que c'est toujours en chrono qu'ils auront du mal pour le général pour le Tour de France. Mais là cette année il n'y a pas trop de chrono donc ça arrive, mais les années où il y aura beaucoup de chrono et peu d'arrivées au sommet, bon, ils ne seront pas avantagés. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, Bonne génération, colombienne. j'allais dire donc on a beaucoup parlé donc des grimpeurs et du classement général partant. Mais sinon au niveau du classement pour le maillot vert, est-ce que Peter Sagan, parce qu'au vu de son Tour de France là, de ce qu'il a fait, il a gagné je crois avec je sais plus le nombre exact, mais avec beaucoup de points d'avance en tout cas, c'était assez énorme. Est-ce qu'il te semble plutôt intouchable au niveau du classement par points dans les grands tours? Parce qu'on sait que dès que Ça c'est un sprint, dépend des parcours parce que là, cette année c'était montagneux donc il Ouais. a pris des points dès le début parce que Cavendish passait pas l'école avec lui quoi, donc il a pris beaucoup de points au début, il a écrasé le maillot vert et Cavendish a laissé tomber quoi. Personne s'est battu pour le maillot vert après quoi, donc c'est pour ça qu'il a beaucoup d'avance. ouais. Un tour quoi, moins montagneux comme il y a 2-3 ans là, bon, Cavendish je pense qu'il pouvait gagner le maillot vert devant lui et ça dépend des parcours. Ouais, mais Cette année, c'était il a pris l'avance dès le départ et les autres ont laissé tomber. Ouais, mais Sagan, il fait toujours top 5 dans les sprints massifs, même quand c'est tout plat, il a cet avantage-là qu'il peut s'échapper dans les grosses bosses, dans les grosses étapes de montagne, comme chez Plaisanter. Il passe bien la montagne et il va vite, donc il va pas si vite que Cavendish, mais il va très vite et il passe la montagne, donc c'est vrai que c'est un avantage, un peu comme Zabel à l'époque. Zabel il passait pas mal la montagne, il était le seul quoi, donc C'est ça. il gagne le maillot vert. Et les sprinteurs français, t'en as pensé quoi Pour le coup. Voilà, il y a... Il n'y a pas trop, ouais. Sur Tour de France là, on n'a pas trop eu de chance, mais sinon, globalement, t'en penses quoi de la nouvelle génération des sprinteurs français? Il est très bon, quoi. Pocard, Demar, Nasser, bon, il n'a pas eu de chance sur le Tour de France. Mais quand les trois seront au départ du Tour de France, d'un Tour de France, je pense que les trois ils font tilt et ils vont gagner des étapes. Hein. Je pense que les trois seront là l'année prochaine, j'espère. On l'espère tous. Je pense qu'ils pourront rivaliser avec Cavendish, ça va être toujours un peu dur, mais il est un peu au-dessus du lot. Mais après, Vittel aussi, il y a 2-3 bons sprinteurs à l'étranger, mais nous on est juste derrière, ou même des fois on les bat. Donc je pense que l'année prochaine on aura 2-3 gros sprinteurs de la nouvelle génération au départ du tour et il y aura des victoires au sprint pour les Français. J'espère. Ah oui, nous aussi on l'espère. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Si vous n'avez pas d'autres questions qui concernent le tour ou voilà. Quoi. Non. Non, ça va. De toute façon, on a fait le tour justement sur Joko. Non, la Bastien, pas de. Non. Non, juste pour savoir si vous avez plus de questions, on peut s'arrêter là-dessus. De toute façon, ça fait bien. Je sais pas, ça fait 50 minutes à peu près, donc c'est voilà. Ouais. Une bonne émission pour cette première FRMKO Show remixée. Donc voilà, on va se quitter là-dessus du coup. Donc je remercie Christophe Agnolito d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu de manière aussi pertinente à nos questions. Donc voilà, merci à toi et à une prochaine, Christophe. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Bonne chance pour la suite. Merci à toi et puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends. Hein. Ouais, sur le 31 pour
Voilà. voir s'il y a une bonne nouvelle ou pas. Bah, on se le souhaite, hein. Ah, ça serait énorme. Ok. Ouais, ce serait, on serait heureux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Salut. Salut Christophe. Donc, Salut. je vais finir par saluer les chroniqueurs, donc bah voilà, donc merci David hein, d'avoir notamment pensé à Christophe Agnolito parce que c'est toi qui es à l'origine de ça, donc merci, c'était très pertinent de ta part et bravo, donc voilà, salut à toi. Salut tout le monde. Salut. Donc, Et merci à Christophe Anuto, merci à tout le monde dans l'équipe. tu fais bien de remercier tout le monde, c'est bien. Merci également à Bastien d'avoir été présent. Bah, merci à Christophe, merci à tous, et puis bah, salut, à la prochaine. Donc merci également à Melvin qui a dû s'absenter un petit peu au plein milieu de l'enregistrement pour des raisons personnelles. Je sais pas si... Ouais, désolé. Ouais. Merci à Christophe, hein, c'était bien sympa. Voilà, c'était bien sympa, c'est vrai. Et très pertinent en plus, donc voilà, donc on le remercie une dernière fois. Et puis nous on va se retrouver donc la semaine prochaine pour la 11e du FRM KO Show qui devrait être techniquement avec Cyril Decel. On espère. Et voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous salue, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui ne concernent pas forcément le FRM KO Show. Allez, à la prochaine, salut à vous.